D'accord, merci Franck. Bonjour à tous et merci d'être venus. C'est peut-être la première fois que je parle de la science en français. Ça fait 9 ans que je suis là, mais j'arrive toujours à en parler en anglais, donc il faut m'excuser les fautes inévitables. Je vais commencer avec une histoire vraie. Je vais parler d'une attaque cyber de l'année dernière. Donc, le 21 octobre 2016, on parle d'une armée d'une dizaine de millions d'objets qui ont attaqué un service qui s'appelle Dyn. Donc, Dyn, c'est l'un des services les plus importants sur l'Internet. Et ici, quand on parle d'attaque cyber, on en parle toutes les semaines. Tous les jours, il y a encore une attaque, ils sont tous les mêmes, on s'en fout. Mais celui-là, c'est intéressant. Et, il y a deux raisons pourquoi c'est intéressant. La première raison, c'est le cible de cette attaque. Donc, c'est qui Dyn? Je dis que c'est quelque chose d'important. Tout à l'heure, on va voir les preuves de Pierre-Yves et les soucoupes d'Ulrich. Et on va tous aller sur Twitter et on va faire #JeuxDix et dire comment c'est génial. Et quand on va tous sur Twitter, l'appli, ça fait une connexion à twitter.com. En fait, twitter.com, c'est pas comme c'est un serveur monolithique. C'est pas un serveur quelque part avec une adresse bien définie. C'est plutôt une espèce de nuage dynamique des serveurs qui tournent, qui prennent les relais. Et Dyn, c'est l'un des services qui assure que quand on envoie un message à twitter.com, que ça tombe bien sur un serveur qui est prêt d'agir. C'est pareil pour Amazon, pour PayPal, pour Spotify, en gros pour tous les sites qui sont tellement grands qu'un serveur ne suffit pas, qu'il faut une solution dynamique. Donc Dyn, c'est un service d'adresse, l'un des plus grands du monde. Et comme c'est un truc tellement grand et dynamique et fondamental, on parle vraiment de la plomberie de l'Internet, là, les trucs sous-sol qui fait fonctionner tout l'Internet. Là, pour attaquer Dyn, il faut quelque chose de vraiment grand. Et ce qu'on a qui était grand, c'est tous ces petits poissons. En fait, c'était une armée de petites choses. Ça, c'est le deuxième aspect important et intéressant de cette attaque. C'est que pour la première fois, l'attaquant, ce n'était pas beaucoup des laptops piratés ou des comptes mail piratés, c'était plein des objets. Et par objet, je veux dire des webcams, des caméras réseautées, des box, des babyphones où on peut contrôler par Internet, par smartphone, que le bébé dort bien, même les grille-pains et les frigos. Donc, ça, on peut dire que c'est l'espèce de kitsch de l'avenir, qui a un grille-pain qu'on peut régler par smartphone, l'espèce de dessin monochromatique cramé sur le toast. Mais bon, ça existe, les gens, ils en ont, ils sont connectés sur l'Internet et ils ont aidé à attaquer Dyn. D'accord. Donc, notre ennemi, en fait, c'est pas quelques méchants avec beaucoup de puissance, c'est beaucoup d'innocents avec très peu de puissance à chacun, mais ensemble une puissance énorme. D'accord. Pendant cette attaque, pendant 3 tranches de 2 heures, pendant cette journée, tous ces sites-là, donc des sites très importants, en fait une quarantaine des sites importants étaient complètement invisibles. Ils fonctionnaient toujours, mais les gens ne pouvaient pas y accéder. Donc plus de news, plus de Twitter, plus d'Amazon, plus de tout ça. Donc ça, c'est un peu le début, le premier exemple d'une attaque comme ça. Et ça a fonctionné parce que tous ces objets étaient piratés. Ils étaient piratés parce qu'ils n'étaient pas protégés, ou ils n'étaient pas protégés avec quelque chose de sérieux, mais avec un mot de passe super léger. Donc nous, on veut éviter que ça se passe dans l'avenir, ou au moins que ça ne devienne pas pire. Donc on cherche à protéger les objets. Et protéger les objets, en fait, côté scientifique, pour protéger un objet, pour contrôler un objet, il faut protéger et contrôler la communication avec l'objet. La communication entre les objets, entre les machines, entre les personnes. Et pas juste les communications entre 2 ordinateurs, mais également les communications entre une personne et soi-même. Ça, c'est le stockage de données. Quand on écrit quelque chose, on veut que plus tard, quand on le lit, que c'est la même chose et que personne d'autre l'a lu entre-temps.
Donc, on a tous des idées de chiffrement, que c'est une histoire des espions, qu'on a deux sympas qui veulent se parler, qui veulent partager de l'information, peut-être d'informations visiblement sensibles, comme un numéro de compte, peut-être quelque chose où la valeur c'est moins évident, mais en fait, dans un monde réseauté, toute information a sa valeur. De toute façon, il y a un adversaire, ce requin-là, qui veut l'information, ou qui veut contrôler cette communication. Donc d'abord, on veut des chiffrements, on veut des codes secrets, on veut des manières de cacher cette communication, afin que les adversaires n'ont pas le doigt. Le deuxième aspect de la cryptologie, ce qui est peut-être un peu moins évident, parce que c'était un peu moins la préoccupation à l'époque, mais dans ce cas-là, c'est peut-être plus important, c'est l'authentication. Ça veut dire, si on a un message, et on ne voit pas la personne qui parle, c'est juste, on a un message qui vient par l'Internet. Donc ça, c'est déjà rebondi par plein des intermédiaires. Et le message, c'est une commande ou c'est une instruction. Comment on sait qui nous a vraiment envoyé ça? Est-ce que c'était vraiment quelqu'un qui avait le droit de nous dire quoi faire, comme attaquer à Dyn, par exemple? Et en fait, la même science qui fait les messages secrets, c'est la même science qui fait l'authentication, qui nous permettent de vérifier les identités. Donc, notre équipe de recherche, l'équipe dont je fais partie, qui s'appelle Grace Alix, nous, on s'en occupe des algorithmes pour la construction des systèmes de chiffrement et d'authentification, et surtout pour que ça soit efficace. Donc, on s'intéresse à l'efficacité du chiffrement et l'analyse et en fait son niveau de sécurité. Le chiffrement, comme on a dit, c'est un truc qui date de l'Antiquité. C'est quelque chose qu'on comprend relativement bien. Si deux personnes qui veulent se parler, s'ils partagent déjà un secret, genre un code secret, alors ils ont la manière de parler de manière sécurisée. Quand je dis qu'ils partagent une clé, à nos jours, une clé, en gros, c'est un numéro d'à peu près 40 chiffres. Donc un numéro assez long qui ressemble à quelque chose d'aléatoire. Il n'y a pas de manière que l'attaqueur, que lui, il peut deviner ce chiffre, ces clés. Du coup, eux, ils parlent, ça ressemble à rien. L'attaqueur, l'adversaire, il apprend rien. Le problème, c'est un peu le problème de le poule et l'œuf. On a besoin de partager cette clé secrète d'abord. Et comment on partage une clé secrète? Sans avoir une communication déjà sécurisée. Parce que si c'est le premier contact, on n'a jamais rencontré l'interlocuteur avant, lui, il ne connaît pas la clé. Donc comment je donne la clé à cette personne sans le donner à tout le monde, parce que ça passe en clair. On a un protocole qui fait ça depuis 40 ans. Donc mathématiquement, c'est bien compris comment on peut faire. Et comment DeFi-Hellman, ils ont fait ça il y a 40 ans, on fixe, tout le monde, on fixe publiquement un grand nombre premier P. Donc, et puis, Alice et Bob, c'est les prénoms classiques pour deux poulpes ou deux chercheurs. Donc Alice, elle fait un choix d'un petit secret X. Et Bob, son propre secret Y. Donc maintenant, ils ont deux clés, mais ils ne sont pas les mêmes. Et ils vont se mettre d'accord sur une clé commune. Alice, elle calcule une puissance par son secret. Bob, il calcule une puissance par son secret et puis il partage les puissances en clair. Donc Alice, elle dit A, Bob, il dit B. Après, Alice, elle peut calculer B puissance X. Donc ça, c'est juste 2 puissances YX. Bob, il fait A puissance Y parce qu'il a vu A, il connaît Y. Les résultats, c'est les mêmes. Ils ont les mêmes clés maintenant. Mathématiquement, les deux sont égales. Tout ce calcul se fait modulo P pour ce grand premier. Le seul truc important avec ce premier, c'est que pour que l'adversaire ne peut pas recalculer les clés communes ou les deviner, il faut inverser tout ça, recalculer une X ou une Y, que ça soit difficile. Pour que ce soit difficile, il faut que le premier ait 1000 chiffres.
Comme résultat, le A et le B, ils ont 1000 chiffres. On fait partout des calculs intensifs avec des numéros de 1000 chiffres. Ça, c'est un travail non négligeable. Donc déjà, ce genre de clé, c'est trop gros pour mettre dans un objet. Parce que les objets dont je parle, c'est des trucs de très peu de neurones, comme ça. D'accord. Je vais mettre ça là, s'il y en a qui veulent jongler avec, c'est bien, je veux juste que je les récupère à la fin. Donc le calcul, c'est trop intensif. La taille de clé, c'est trop gros pour mettre dans ça. Du coup, on ne fait pas, et les objets ne sont pas protégés. Bon, ça, déjà, c'est un truc des années 70. Maintenant, depuis les derniers 10 ans, dans les smartphones d'aujourd'hui, dans le web d'aujourd'hui, on fait plutôt avec la géométrie algébrique. Donc, on utilise les courbes elliptiques qui datent du 19e siècle. Ce qu'on connaît avec ces courbes, c'est que les points sur ces courbes. Eux, ils ont une espèce d'arithmétique propre à eux. Ils ont des opérations algébriques. Du coup, on peut les utiliser comme s'ils étaient des nombres. On peut faire des équations des points, des relations algébriques des points. Et du coup, on peut les injecter dans le protocole d'avant, comme s'ils étaient des nombres. Ça, la construction de ces courbes, l'exploitation de ces courbes, ça, c'est une expertise à l'X depuis 25 ans. Et c'est une expertise toujours actuelle. Donc, ça fait un peu une partie de notre travail. L'intérêt de faire comme ça, de faire plus compliqué, c'est parce que les problèmes mathématiques, au fond, sont tellement plus difficiles que la taille des nombres réduit de 1000 chiffres à 80. Déjà, les clés sont plus compactes, c'est pratique. Et le calcul qu'il faut pour faire avec, c'est réduit aussi. Donc ça marche bien dans les smartphones, ça marche bien sur le web, mais malheureusement, c'est toujours un peu trop lourd pour ces objets comme ça. Et ça m'amène une partie de ma recherche de l'année dernière, où en collaboration avec des chercheurs de Nijmegen aux Pays-Bas, on est passé à une dimension supérieure. On a fait la géométrie de ces surfaces de Kummer. C'est une géométrie qui date du 19e siècle. Mais c'est un objet où les points sur la surface, ils ont un algèbre propre à eux, où on peut l'injecter dans les protocoles comme si c'était des nombres. Dans ce cas-là, on trouve que la taille des clés, c'est pareil que les courbes elliptiques. C'est 80 chiffres, c'est gérable. L'intérêt en faisant un truc encore plus compliqué, c'est que cette fois-ci, le taux de calcul s'est réduit. Il y a moins de travail intensif pour le petit processeur dans cette carte à faire. Et du coup, ça commence d'être pratique. On peut vraiment faire l'échange des clés, on peut faire des signatures électroniques dans des microcontrôleurs qui sont les cœurs des objets connectés. Alors, on arrive finalement à une technologie qui est plutôt embarquable, qui peut assurer une sécurité réelle dans les objets, réelle et utilisable. Du coup, on a un espoir que ça sera peut-être implanté dans les objets. Pour les objets qui sont déjà déployés, c'est un peu trop tard. Ce n'est pas comme on a des Windows Update pour les grippins. D'accord. Donc, vos grippins, c'est des ennemis, c'est trop tard. Mais pour tous les objets de l'avenir, et on parle toujours des smart cities, des objets partout, tout sera réseauté, tout sera contrôlé en remote. Là, on aura besoin d'une vraie sécurité. Et dans nos recherches, on voit que ça commence d'être possible. Et, donc, c'est ça, je devrais terminer là. J'ai déjà parlé un peu trop de temps. Donc, je vais vous laisser avec une cryptologie pratique dans des environnements réduits où il y a des contraintes. Et on va passer plus tard aux preuves de ces protocoles et puis aux preuves des systèmes. D'accord. Donc, merci de votre attention.